Alors 3 mois après les Jeux Olympiques, je suis toujours super euphorique. J'ai gardé un très bon souvenir de ces Jeux Olympiques qui ont été pour moi les premiers vraiment réussis. Et ça m'a donné une force supplémentaire pour envisager Los Angeles 2028. Donc là, je suis déjà à fond sur ce prochain projet. Avant Paris, je disais plutôt si je sors encore en demi-finale, j'arrête ma carrière parce que j'ai connu trop d'échecs et j'ai besoin d'air frais. Donc j'étais déjà prête à me dire je ferais peut-être une autre saison, mais je me dirigerais vers la sortie. J'ai toujours eu peur de courir dans les stades, encore plus quand ils étaient remplis de Français, parce que quand on me reconnaît, ça me crispe plus qu'autre chose. Donc dès que j'ai su que les Jeux étaient à Paris, dès que ça a été validé, pour moi, ça a été, je le voyais comme un cadeau empoisonné pour moi. Donc j'ai commencé à travailler avec ma psychologue. Et pendant 4 ans, vraiment, on s'est préparé très régulièrement pour ce jour. Et tout s'est mis en place sur ces années de travail. Donc quand je suis arrivée dans le stade olympique, pour moi, tout était prêt, j'étais prête psychologiquement. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu aussi bien gérer l'événement et être à 100% le jour J. Pour la première fois, j'ai pu me servir de l'énergie du public et ça m'a porté pour courir vite. Et ça a été vraiment extraordinaire. J'ai vraiment senti que ça a été une force supplémentaire plus qu'une contrainte. Alors donc ça fait peut-être 8 ans que je travaille avec ma psychologue. C'est surtout le travail psy et pas la préparation mentale qui m'a aidée. J'ai beaucoup travaillé sur ma légitimité. J'ai toujours eu l'impression, pour moi, courir dans des stades remplis, c'est toujours quelque chose auquel je me suis jamais habituée à ça. Et j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur, l'impression que je n'ai pas ma place. Donc on a beaucoup travaillé ma confiance en moi, cette légitimité en course. C'est aussi pour ça qu'on m'a souvent vu courir à l'extérieur, parce que j'avais des difficultés à prendre ma place dans les courses. Donc construire une confiance en soi quand on n'a pas super confiance en soi, ça prend des années et c'est ce que j'ai travaillé toutes ces dernières années. Moi, je pensais que j'étais très forte, je pensais que j'avais confiance en moi et finalement, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc déjà, comprendre ses points faibles et savoir travailler dessus, ça a été le gros de mon travail psychologique. C'est vrai que se rendre malade pour l'athlète, pour moi, c'était vraiment obsessionnel. Mais je me rends encore malade parce que c'est plus que juste de la performance, c'est vraiment un choix de vie, c'est des objectifs qui nous portent au quotidien. Moi, j'ai une pression constante. Ce que je ne fais pas à l'entraînement, je me dis que mes adversaires peuvent le faire. Donc oui, on peut se rendre malade, on a des épisodes dépressifs, après des gros échecs, des troubles anxieux. Par exemple, comme moi, l'année dernière, je me suis blessée à 3 mois, à 2 mois d'une grosse échéance ou 3 mois. Donc je savais que le temps était super restreint. Je ne pouvais pas faire quelque chose de magique. Donc on se retrouve dans une spirale infernale. Et là, on va être exposé à des épisodes de troubles anxieux. Ouais, on peut vraiment se rendre malade pour le sport. Et je pense que nombreux athlètes se rendent malades pour la performance. J'ai jamais eu l'impression que je n'allais pas bien, mais on m'a forcée à avoir une psychologue. Donc sinon, de moi-même, j'y serais jamais allée. Et je me souviens à l'époque, avec mon ancien entraîneur et mon ancien agent, j'avais dit, on ne voulait pas me reprendre à l'entraînement si je n'avais pas vu quelqu'un. Donc moi, j'avais dit, OK, mais à condition que ce soit la meilleure. Pour moi, c'était hors de question, c'était une humiliation même de m'emmener chez la psy. Donc on m'a convaincue en me disant c'est la psy de Teddy Riner. Donc là je me suis dit waouh, si Teddy Riner il voit une psy, il faut peut-être que j'y aille. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez la psy. Mais le premier rendez-vous, voilà, pour moi je devais être une championne, je devais pas avoir de faiblesse, je devais pas aller voir le psychologue, c'était vraiment la honte quoi. C'est vrai que dans mon sport, il y a certains athlètes qui sont suivis avec lesquels on discute de ça et c'est super intéressant et enrichissant, mais il y en a aussi beaucoup je peux entendre des choses du style « oui, mais toi, Arénelle, c'est normal que tu vois une psy, t'es un peu spéciale », des choses comme ça où moi, j'ai pas besoin d'un psy, mais j'ai besoin d'une préparatrice mentale. Alors que pour moi, la prépa mentale, elle est vraiment intéressante et elle porte ses fruits quand déjà les bases de la psychologie sont solides. Vraiment, faire de la prépa mentale sur des murs qui ne sont pas bien solides, c'est pas super, c'est pas optimal, on va dire, pour la performance. Mais il y a aussi une méconnaissance du travail psy et du travail de prépa mentale qui sont complètement différents. Moi, sur le travail que je fais depuis toutes ces années, sur une saison, c'est 95% de travail psy pour 5% de prépa mentale parce que les outils de prépa mentale, ça va vraiment
rendre ma pratique, faciliter ma pratique, mais c'est des exercices vraiment de respiration ou de se concentrer sur l'instant présent, des choses comme ça, mais c'est tellement minime par rapport au travail qu'on peut faire sur l'entraînement du cerveau. Il y a des psychologues qui peuvent faire de la prépa mentale, mais il y a aussi des gens qui sont diplômés, qui ont un master en psychologie, mais qui vont préférer faire de la prépa mentale. Mais ce n'est pas du tout les mêmes compétences. Par exemple, tout ce qui est vraiment le travail sur ma famille, sur mon positionnement dans la vie extérieure, mes émotions, mes sentiments, tout ce qui relève vraiment de l'intime ou par exemple des états dépressifs, de tout ce qui est pathologique ou de ces choses-là, ça, je vais le travailler sur le côté psy. Et tout ce qui est côté uniquement performance, optimisation de la performance, ça va être du travail de prépa mentale. Mais le préparateur mental, par exemple, il ne peut pas faire de la thérapie familiale ou travailler sur vraiment l'intimité de l'athlète. En commençant mon travail psy, j'étais persuadée que déjà... En fait, j'avais une image du sportif de haut niveau, celle qu'on voit beaucoup dans les publicités, sur les réseaux sociaux, l'athlète déterminé qui fait attention à ce qu'il mange, qui fait attention à ce qu'il boit, qui dort beaucoup. En fait, je vivais vraiment comme une moine, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout compatible avec la personne que j'étais. Donc, tous ces stéréotypes qui, pour moi, encouragent les conduites alimentaires à risque, tout ça, j'ai vraiment appris à voir le milieu du sport différemment et pas comme un sacrifice de ma propre vie personnelle. On peut être heureux et faire du sport de haut niveau. Et d'ailleurs, il faut être heureux pour durer dans le temps dans le sport de haut niveau. Alors, mon créneau pour bien manger, c'est... Alors, je l'ai travaillé avec ma psychologue parce que j'ai eu des troubles des conduites alimentaires, des grosses variations de poids, beaucoup de privations. Je comptais mes calories, je mangeais 1500 calories par jour. Enfin, voilà, c'était devenu obsessionnel, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et le meilleur conseil que je puisse donner, que m'a donné la psychologue, déjà se questionner de est-ce que je mange pour le plaisir, par gourmandise ou est-ce que je mange parce que j'ai faim. Donc j'ai réappris à manger correctement et puis surtout écouter mon corps, manger ce dont j'ai envie sans me priver. Voilà, surtout pas se priver, mais pas d'excès. En fait, pas d'excès dans le bon comme dans le mauvais. C'est les bicarbonates, en fait, maintenant, sur ma discipline, on prend beaucoup de bicarbonates. C'est même pas, je ne suis pas sûre que ce soit un complément alimentaire, mais c'est devenu normal de prendre des bicarbonates pour essayer de tamponner l'acide lactique. Donc, c'est un concept qui ne me plaît pas beaucoup parce que la démarche, ce n'est pas pour répondre à des besoins, c'est pour optimiser la perf. Donc, pour moi, je trouve ça un peu border. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai essayé et ça n'a pas marché. J'ai fait toutes mes pires performances en prenant des bicarbonates, donc je suis plutôt rassurée parce que maintenant, je n'ai pas besoin de le prendre. Après, pour les compléments alimentaires, pendant des années, je ne prenais aucun complément alimentaire parce que j'ai eu une éducation antidopage de mon père qui faisait du vélo, qui a été traumatisé par le dopage. Donc depuis enfant, j'entends parler de la lutte antidopage. Et mon père, quand j'étais enfant, me disait souvent ce qui est intéressant, tu vas entrer en sport-études et ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où ton corps peut aller sans prendre rien, en mangeant des fruits et des légumes. Mais c'est vrai qu'à très haut niveau, on se rend compte que moi, je me dope pas. Je ne prends pas de compléments alimentaires, je fais les Jeux Olympiques et je dois enchaîner des courses. Donc ça demande beaucoup à mon corps. Et pour moi, il y avait un vrai dilemme éthique parce que ça allait contre mes convictions, contre mon éducation. Donc ça aussi, j'ai travaillé avec ma psy. Comment je dois gérer ça? Est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires ou est-ce que je ne dois pas en prendre? C'est vraiment des questions que je pense que beaucoup d'athlètes se posent. On en parle beaucoup entre nous aussi. Et donc, j'ai commencé les compléments alimentaires il y a seulement, donc la saison dernière, vraiment sérieusement. J'ai commencé un petit peu à me décoincer l'année dernière. Et là, j'essaye d'être encore plus précise parce qu'aussi, comme il y a une méconnaissance aussi, on a tendance à essayer des choses, mais je pense que c'est important d'être bien entouré, de savoir exactement ce qu'on prend, même si c'est que de la vitamine C, savoir pourquoi on la prend, quand on la prend. Voilà, essayer d'être... au-delà de juste vérifier si c'est réglementé AFNOR, savoir pourquoi on les prend. On a tendance à prendre des compléments alimentaires. C'est vrai que c'est important. On va très loin dans l'épuisement de nos ressources, mais c'est important de savoir ce qu'on prend et vraiment pas faire n'importe quoi. Parce que pour moi, la démarche est un peu border quand on prend pour optimiser, sans vraiment savoir si on a besoin ou non de compléments alimentaires, en fait.
J'ai travaillé avec le nutritionniste, le diététicien de la Fédé et une nutritionniste en parallèle. Là, cette année, j'ai aussi commencé avec une autre nutritionniste qui est spécialisée en micronutrition. Donc là, hier, j'ai fait une super prise de sang. Ils m'ont pris 12 tubes pour voir un petit peu exactement mon corps, comment il fonctionnait, essayer d'avoir un maximum d'informations parce que j'ai envie de prendre des compléments alimentaires, mais uniquement si c'est extrêmement, pas réglementé, mais comprendre exactement pourquoi je prends ça et pas juste prendre du magnésium parce qu'on m'a dit que c'était bien de prendre du magnésium. J'ai pas encore commencé, mais l'année dernière, j'ai pris du magnésium, de la vitamine C, mes boissons d'effort, mes boissons de récup et les électrolytes. Donc c'est pas hyper poussé, et du fer pour éviter les carences de fer. Parce qu'à un mois des Jeux, en fait, j'étais presque en carence de fer, ce qui n'est pas non plus très professionnel. C'est une part de l'entraînement que je dois vraiment optimiser. Je me dis que j'ai déjà fait 5e aux Jeux comme ça, mais j'imagine qu'il y a d'autres athlètes qui font bien mieux que moi à ce niveau-là. Je ne pense pas que je pourrais être plus performante à 34 ans grâce aux compléments alimentaires. Je ne pense pas que ça apporte, j'ai pas l'impression que ça apporte tant que ça, mais par contre, ça peut me préserver peut-être des blessures. J'ai beaucoup plus de blessures qu'avant. Là aussi, en faisant des prises de sang, j'essaye de savoir s'il y a un terrain inflammatoire qui expliquerait toutes les inflammations que j'ai sur les tendons. Donc oui, ça me permettrait peut-être de prévenir plus les blessures, mais pour moi, la longévité, je la dois surtout à mon travail psy, qui m'a permis de pas être dans l'excès toute ma carrière, dans des excès, je veux dire. Pour moi, c'est les athlètes qu'on voit qui ont des vies vraiment de moines, je dis de moines. Pour moi, eux se mettent en danger sur la longévité de leur carrière. Je pense que j'ai réussi à préserver un entourage sain, une vie sociale développée. J'accorde beaucoup de temps sur mes plaisirs personnels et je pense que c'est ce qui me permet de faire en sorte que le sport ne devienne pas une prison. Moi, la lutte antidopage, qu'on vienne à la maison, moi, il y a écrit « Bienvenue à FLD » sur ma porte. Je pars du principe que ça fait partie du travail. C'est pas une contrainte pour moi. Ça devrait pas être une fierté, mais j'ai jamais eu de no-show parce que pour moi, c'est super important. C'est aussi quand je vois on m'a déjà demandé à l'époque si c'était trop contraignant. Est-ce que je peux remplir ton Adams pour toi? Mais moi, j'ai toujours voulu garder le contrôle de ça parce que pour moi, c'est une énorme prise de risque que de confier son Adams à quelqu'un. Donc non, pour moi, c'est pas du tout une contrainte, ça fait partie de mon travail et c'est presque un honneur pour moi de recevoir la FLD à la maison parce que je me dis que c'est que je suis encore dans le coup en fait. Je pense que ces années de longévité, je les dois bien sûr à mon travail psy, mais aussi j'ai un rêve, c'est de faire un podium mondial. Et je suis persuadée que c'est possible de le faire sans prendre de produits. Et en même temps, j'ai l'impression que toutes ces années de travail que j'ai derrière moi me permettent aujourd'hui de faire partie des meilleures mondiales. C'est que certains choisissent la voie rapide, mais moi j'ai choisi une voie qui s'est étalée sur des années. Et j'ai l'impression, aux Jeux Olympiques, j'ai eu vraiment la sensation que mes 9 années au plus haut niveau portent enfin leurs fruits. Et puis j'aimerais aussi pouvoir dire que c'est possible de faire des médailles sans prendre de produits. Après, il y en a aussi qui ramènent des médailles sans prendre de produits, mais je trouve que je pense que c'est important quand on fait des médailles de niveau mondial de parler de ça et de dire de montrer aux jeunes générations que c'est possible de faire des médailles sans prendre de produits. Et c'est vraiment mon ultimate goal de faire cette médaille et de pouvoir dire voilà, ça m'a demandé peut-être 15 ans, mais j'ai réussi, quoi. Donc tant que j'ai ce rêve, c'est pour ça que ça me donne cette force d'avancer. Et certains arrêtent plus tôt parce qu'aussi, par exemple, Patricia Djaté, elle a fait des performances extraordinaires que je n'ai pas encore faites. Peut-être qu'elle a eu ce sentiment d'accomplissement. Moi, je n'ai pas encore ce sentiment d'avoir donné tout ce que j'avais sur les pistes. C'est vrai que c'est assez mal vu de parler comme ça, mais je pense vraiment que s'il n'y avait pas de dopage dans le monde entier, on m'aurait vu beaucoup plus souvent dans le top 5 et peut-être même dans le top 3 mondial, je ne sais pas. Forcément, je pense à la finale de Pékin en 2015, c'était mes premiers championnats du monde. Et donc la championne du monde a été suspendue. Et derrière, je compte 2 autres athlètes qui ont été dans des affaires de dopage qui n'ont pas été suspendus. Mais ça te donne quand même une idée. Et c'était mes premiers championnats du monde. Je pense que j'ai manqué beaucoup de finales. Mais bon, c'est pas très bien de parler comme ça. C'est pas apprécié. Mais c'est quelque chose que je pense que les athlètes qui courent propre
gardent au fond d'eux. Par exemple, moi, on le sent quand il y a des adversaires. On n'est pas surpris de voir des contrôles positifs, on est presque soulagé en fait. On se dit, ah, c'est bon, ils l'ont démasqué. Mais on sait quand même quand on ne sent pas certaines progressions, quand on ne sent pas certaines performances. Quand je fais 2 fois vice-championne d'Europe derrière l'Ukrainienne, je suis frustrée parce que je ne l'ai pas côtoyée pendant la saison, je n'ai pas vu de performance de ce niveau-là pendant la saison. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas normal, mais je ne peux pas le dire en fait. Donc oui, c'est frustrant, mais moi j'ai surtout la sensation qu'on me vole des moments de vie. Et même si je récupérais une médaille d'or, pour moi ça n'a plus aucune saveur parce que j'ai vécu le moment en étant deuxième et je ne vivrai jamais ce titre de championne d'Europe en fait. Bah, je me dis, en fait, quand il y a un contrôle positif qui tombe et que j'avais déjà des soupçons, c'est un soulagement. Je me dis, allez, une de moins, on assainit, c'est un combat en fait. Le sport s'assainit de jour en jour et j'ose espérer qu'un jour, il n'y ait vraiment plus de dopage, quoi. Mais en même temps, on ne sait pas à quel point, je ne sais pas à quel point il y a du dopage. Donc, j'essaie juste de me concentrer sur ce que j'ai à faire et je suis quand même fière. Là, il n'y a pas de question au sujet de ma fierté personnelle, mais je suis quand même super fière de moi. Après, dans les périodes difficiles, je sais que quand je suis blessée et quand je ne suis pas bien, il y a une certaine aigreur qui peut remonter à la surface et je vais la travailler avec ma psychologue, me recentrer sur moi. Quand on est en performant, on est fier de battre des athlètes qui sont potentiellement dopés. Mais dans les coups difficiles, dans les coups durs, moi, il y a eu des moments où je n'ai pas couru pendant presque 2 ans. À cause de blessures, et je sais très bien que si j'étais passée par une voie plus rapide, on aurait pu me revoir en compétition. Donc c'est aussi accepter. C'est pas toujours facile au quotidien de vivre avec cette injustice en fait. Alors ce qui me manque pour être complètement accomplie, ce serait une médaille de niveau mondial, quelle qu'elle soit, championnat du monde ou Jeux olympiques. Pour moi, c'est le même niveau. Vraiment toucher du bout du doigt le top mondial. Et aussi, j'aimerais vraiment battre le record de France, me dire que voilà, personne n'a couru plus vite que moi en France. C'est mon objectif de carrière et j'espère que ça se passera d'ici les 4 prochaines années. Si vous voulez en savoir plus sur la lutte antidopage, je vous invite à vous abonner au compte de l'AFLD et à soutenir cette cause qui est super importante. Et j'aimerais aussi dire que c'est possible de faire du sport de très haut niveau. Prenez votre temps de construire de vraies carrières. Vous serez super fiers de vous. Ne prenez pas la voie rapide. Ne prenez pas la voie rapide. Et voilà, avec du travail, on peut vraiment faire plein de belles choses.